voudrais dire dans ce mot d'introduction que je suis un DRH heureux et passionné parce que je trouve qu'il y a assez de personnes qui se plaignent en France et que dans tous nos métiers, là où vous êtes, dites quand vous êtes bien, dites, donnez vos émotions. Et je pense qu'il y a trop de gens qui se plaignent, il n'y a pas assez de gens qui voient le verre plutôt bien rempli que le verre à moitié vide. Alors mon petit témoignage, c'est juste vous donner quelques éléments qui vont résonner avec ce qui vient d'être dit sur comment on s'y prend à la Française des Jeux avec quelques petites conditions de réussite sur un projet que nous avons lancé et que nous appelons « Mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique ». C'est déjà un beau projet d'entreprise. C'est suffisamment large pour englober plusieurs aspects. Et ce projet, pour le mettre en œuvre, je pense qu'il y a quelques conditions préalables. Qu'on soit DRH, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit manager, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est écouté si on est impeccable sur les fondamentaux du métier. Si vous n'êtes pas impeccable sur les fondamentaux de votre métier, pour moi en tant que DRH, si je ne sais pas faire la paye, si je ne sais pas mettre en place des entretiens annuels informatisés, si je ne sais pas faire des people reviews, si je ne sais pas mettre en place une évaluation de 360 degrés, si je ne fais pas de baromètre d'entreprise, si je n'ai pas une politique managériale qui fait grandir mes managers, si je n'ai pas un plan de formation utile à l'employabilité de mes collaborateurs, ayant été tout jeune dans la fonction il y a 25 ans, sur un petit strapontin d'un comité exécutif où on ne me donnait pas la parole, je peux vous dire qu'avant de pouvoir m'exprimer dans un comité exécutif, la première chose qu'on me demandait, commence par faire les fondamentaux de ton métier, et quand tu sauras faire les fondamentaux de ton métier, on écoutera si tu as quelque chose à dire. Donc quand même, première condition pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes dans une entreprise, être irréprochable sur les fondamentaux du métier. Et quelquefois, on a des personnes qui viennent donner des conseils sur les autres directions, mais on a envie de leur dire commence par balayer devant ta porte et fais 2-3 choses chez toi, et après, on pourra peut-être entendre ce que tu dis. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et sur ce sujet-là, en avançant sur le sujet digital, une autre conviction, c'est que il ne faut pas que le projet digital dans une entreprise, mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique, il ne faut pas le laisser entre les mains seulement de la DSI. Je raconte souvent l'histoire, mais tous les DSI ne sont pas comme ça, heureusement, et s'il y en a dans la salle, je l'ai pris de m'excuser, mais si vous laissez la mise en œuvre de nouveaux outils digitaux à la DSI, un soir, vous recevez un mail sur votre micro-ordinateur qui vous dit « N'éteignez pas votre ordinateur ce soir, il y aura une mise à jour dans la nuit ». Et le lendemain matin, vous arrivez et vous ne retrouvez plus rien de vos applications, vous n'arrivez même plus à savoir où sont rangées vos affaires. Je vois que plusieurs sourient, donc je ne dois pas dire que des bêtises. Et donc, oui, bien sûr, l'outil, on sait bien que c'est quelque chose d'important dans le digital, mais un projet digital, il est d'abord humain. C'est d'abord l'usage, c'est d'abord le collaborateur, c'est d'abord un client, c'est d'abord un comportement, c'est d'abord une expérience collaborateur et une expérience client. Et l'expert de l'humain dans l'entreprise, c'est quand même le DRH ou la DRH ou les managers, les experts de l'humain. Donc une autre conviction, c'est essayer de porter des projets digitaux pluridisciplinaires. Nous avons la chance à la Française des Jeux d'être 3 co-sponsors, la directrice digitale, le DSI et le DRH, pour porter le projet numérique entreprise. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire les choses. Alors, ce qui est en train d'avancer dans nos entreprises, et moi ça me fait plaisir parce que ça fait un petit moment que je défends cette cause, c'est que quand vous pensez qu'il y a des entreprises qui viennent de découvrir que le collaborateur était le premier client de l'entreprise. Ça me fait très plaisir parce que, encore une fois, on est quelques-uns à le penser. Si vous avez un groupe de 150 000 personnes et que vous les traitez mal, je rappelle que 150 000 collaborateurs, c'est 800 000 clients, parce que quand vous comptez les familles autour, je ne sais pas si je peux raconter cette anecdote. C'est pas bien du tout de parler d'une entreprise dans laquelle on a travaillé, mais quand je suis arrivé chez Intermarché, j'ai demandé à tous les membres de la DRH, à la fin de l'entretien, quand je faisais mon entretien découvert, je leur disais à la fin de l'entretien, mais vous faites où vos courses pour vous, dans votre vie à vous? Vous faites où vos courses? Et écoutez bien, à 95%, on me répondait partout, sauf chez Intermarché. Et en fait, on rajoutait, quand vous pensez qu'on est collaborateur d'Intermarché, on n'a même pas un petit pourcentage de remise sur les
Et donc j'ai creusé le sujet. Pour la petite histoire, en fait ça existe, mais comme le groupe Intermarché, ce sont des indépendants, chaque indépendant décide s'il l'a fait ou s'il ne l'a fait pas sa remise. Mais quand même, vous êtes collaborateur d'un groupe, et la première chose que vous dites, non, non, moi je ne prends pas les produits de mon entreprise. Comment peut-on vendre, développer et mettre en œuvre des produits si on ne croit pas en son entreprise? C'est la première chose, ça s'appelle marque employeur, ça s'appelle comment ensemble arriver à faire des choses. Et donc sur ce thème, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire, on parle d'expérience client, d'expérience collaborateur, on parle de le parcours du client, donc on peut suivre, finalement un DRH c'est un marketeur, hein. D'ailleurs un DRH c'est un commercial, c'est un marketing, c'est un financier, parce que toutes les techniques qui sont développées dans chacun de ces métiers, la synthèse se fait finalement dans le métier de DRH. C'est en train de changer parce que justement, on commence à voir des DRH qui deviennent directeurs généraux de société ou présidents de société, ce qui était complètement impossible il y a 25 ans, sauf exception. Ça commence à naître parce que finalement, on se dit, le mec qui est capable d'entraîner les troupes pour les emmener quelque part, ça pourrait peut-être être intéressant pour la stratégie de l'entreprise. Ça fait plaisir à entendre. Alors, je continue sur mon propos et sur mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique. Je pense qu'il y a un thème, je vais les prendre 4 ou 5 comme ça en vrac, parce que c'est comme ça que je voudrais vous en parler. Dialogue social connecté. Ce matin, on entendait à la radio une grève RATP en solidarité d'une autre entreprise. Je pense qu'une entreprise a intérêt à faire grandir ses partenaires sociaux. Une entreprise ne peut rien gagner si elle a des partenaires sociaux déconnectés de la réalité de l'entreprise. On est en train de travailler sur des sujets chez nous et j'ai commencé à dire à mes syndicats, bon, je vais ouvrir une communauté dans mon réseau social d'entreprise pour discuter sur droit à la déconnexion. Que les collaborateurs puissent dire, moi je ne veux pas être en kikiné le week-end parce que j'ai envie de ma vie privée. Et un autre va dire, moi ça ne me dérange pas si je peux répondre à une question, c'est l'entreprise, c'est ma vie, etc. J'ai envie de demander l'avis à tous les collaborateurs. J'ai des partenaires sociaux qui me disent, non, non, c'est nous qui représentons les salariés. C'est nous qui allons leur demander. Je pense qu'il faut que nos partenaires sociaux apprennent à vivre dans le monde des réseaux sociaux, que la liberté de parole est partout, que bien sûr ils ont un mandat, mais ils seront encore plus élus et ils seront encore plus représentatifs s'ils utilisent les outils modernes que nous leur proposons. Donc, travaillons sur le dialogue social connecté. Le deuxième thème, justement, c'est le lien sur la durée du travail. Vraiment, la logique code du travail que nous avons, qui voudrait dire que la durée du travail, le temps de travail, est la chose essentielle à la performance d'une entreprise, se trompe. Ce qui est important pour une entreprise, c'est ce qu'on délivre. Qu'on fasse 20 heures pour le faire, 35 heures ou 72 heures, certes, ça peut être pris en compte, mais c'est pas le temps que l'on consacre à une tâche doit être regardé, mais on est beaucoup plus dans des entreprises où on doit travailler et délivrer que des entreprises qui regardent le temps de travail. Donc, revisiter le temps de travail, de toute façon, si nous les DRH, on ne le fait pas, écoutez bien, ce seront des juges de cour de cassation qui trancheront pour nous. Et sur certains sujets, je me dis que si les entreprises et les partenaires sociaux avaient réglé le problème en local dans leur entreprise, sans se foutre sur la gueule pour que finalement ça soit un juge qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, j'espère qu'il n'y a pas de juge de cour de cassation dans la... Mais quelque part, on a des juges de cour de cassation qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui vont vous dire à la fin, la vérité vraie du fonctionnement d'une entreprise, c'est ça et c'est pas ça. Ce que je nous reproche à nous dirigeants, c'est d'aller au carton pour que ça soit tranché par des juges. Ne laissons pas les politiques ou les juges trancher des sujets aussi importants que la vie au quotidien d'un collaborateur dans une entreprise. Trouvons les voies et moyens dans nos entreprises de mettre en œuvre ces sujets de droit à la déconnexion ou de droit ou de devoir de connexion. Autrefois, on appelait ça les astreintes. Vous savez qu'on a des personnes qui interviennent sur les systèmes informatiques pour que ça tourne 24/24. Donc ce sujet-là, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que la solution, elle est dans le cerveau des collaborateurs de mon entreprise. Et ils vont la trouver parce qu'on va mettre en place les groupes de travail pour trouver la solution. Et en plus, j'aimerais bien qu'on trouve une solution. C'est comme le projet bien-être au travail. Je ne crois pas à la solution géniale. Alors, on lirait dans Liaison sociale, la Française des Jeux a trouvé la solution du droit à la déconnexion, un super accord d'entreprise qui dit qu'il faut faire ça. Je suis convaincu que ça ne marcherait pas dans d'autres boîtes.
Et deux, à l'intérieur de ma boîte, j'ai des métiers tellement différents que je n'aurai pas une solution, mais j'aurai des solutions. Et c'est ça le monde moderne dans lequel on vit. C'est qu'autrefois, c'était une solution et on mettait 35 heures à tout le monde sans regarder qui y a derrière, alors qu'on est dans un monde de subsidiarité, de territorialité, de terrain, et la solution doit venir par le bas. Et tout ce qu'on met en place dans les entreprises doit nous permettre de trouver ces solutions. Alors après la durée de travail, le post-travail connecté, donc les réseaux sociaux, j'en ai un petit peu parlé, et les communautés, c'est quand même extraordinaire cette manière. Moi, mon plus grand plaisir dans les réseaux sociaux, dans celui qu'on a mis en place à la Française des Jeux, c'est que le truc vous échappe. Il n'y a pas de plus beau projet d'entreprise, il n'y a pas de plus beau produit. Quand vous mettez en place un truc, en vous disant ça devrait correspondre à... On a fait des groupes de travail, etc. Puis à un moment donné, ça part, et vous êtes en train d'essayer de rattraper. J'ai ici ma community manager, Marie-Laure Deschamps, qui essaye de rattraper le truc en essayant de suivre et de cadrer un petit peu, puis de quand même faire un boulot de community manager, vérifier que tout ça est dans la ligne du parti, parce que bon, il y a un DRH qui regarde. Mais bon, j'aime bien ce genre de choses, et ça fait bouger les lignes. Moi, ça me fait bouger en tant que DRH. Je peux vous dire que les réseaux sociaux m'ont fait bouger dans ma lecture de l'entreprise par des avis de collaborateurs, et pourtant je suis un DRH terrain qui va souvent voir les gens, qui me remontent plus facilement et donc m'éclairent dans les prises de décision. Le management. Alors là, vous savez que des grandes entreprises ont dit finalement les managers de proximité, à quoi ça sert, tout ça. Vous savez tous ces cabinets anglo-saxons qui il y a 20 ans sillonnaient les entreprises en disant supprimez les lignes managériales, ça sert à rien. Supprimer les RH de proximité, ça ne sert à rien, faites des SVP et puis n'importe qui peut répondre à n'importe quelle question. On a vu le résultat de ce que ça a fait. Et puis un jour, il y a eu quelques soucis, et puis les projets bien-être sont nés, puis on s'est dit, mais finalement, renforcer le rôle du manager de proximité, parce que c'est la première personne qui peut voir si ça ne va pas bien. Renforcer le rôle du RH de proximité, parce que c'est la première personne qui peut voir si ça ne va pas bien. Ça serait peut-être le moyen de faire avancer les choses. Donc moi, je ne crois pas à l'entreprise libérée. Parce que libérer de quoi libérer de qui Pour moi, les gens qu'on libère, c'est les gens qu'on fait sortir de prison. Donc l'entreprise n'est pas une prison, c'est un lieu d'épanouissement. C'est un lieu où on y fait des choses extraordinaires. Et j'ai la conviction, de l'avoir vu pendant mes 25 ans de carrière de DRH, que j'ai des collaborateurs qui s'épanouissent plus dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Et c'est souvent la qualité de ce qu'ils font dans leur vie professionnelle qui leur fait tenir des moments difficiles dans leur vie privée. Donc moi, l'entreprise libérée, je trouve qu'il y a un côté mode, média, un peu marxiste, du genre les ouvriers ont toujours raison et les employés ont toujours tort. C'est tellement simpliste, c'est tellement... Bien sûr qu'il y a un 1% d'employeurs voyous sur Terre, bien sûr. Tout comme il y a 1% de collaborateurs qui tirent sur tous les systèmes dans les entreprises. Je ne fais pas des politiques RH pour le 1% de collaborateurs qui tirent sur tous les systèmes. Je fais une politique RH pour les 99% de gens honnêtes. Et je soutiens qu'il y a 99% d'entreprises qui font du très bon boulot avec leurs collaborateurs. L'entreprise n'est pas un lieu d'aliénation. L'entreprise est un lieu d'épanouissement, de vie, avec des réussites extraordinaires, avec des belles histoires. Trop peu d'entreprises le disent. Il faut le dire haut et fort, les réussites des entreprises. Et donc sur le manager, mon idée c'est de travailler, on fait une structure managériale très puissante à la Française des Jeux avec des modules de formation tous les ans. On en est au 9e, un par an. L'escalier se balaye par le haut, je commence par mon comité exécutif, même formation, COMEX, direction, département, service, proximité. Il n'y a pas de poids, de mesure. Petite anecdote, la première fois que j'ai fait ça, il y a 7 ans, comité exécutif, dans une salle que j'avais louée à 200 mètres de la Française des Jeux, même co-animation. J'avais animé moi-même cette formation avec un consultant extérieur. Et à la fin, les membres du COMEX, super génial, super, tu savez, on sort de jours de formation. Alors, franchement, la salle que tu as choisie, Pierre-Marie, et puis alors les plateaux repas, c'était à chier. Ben oui, ça changeait un petit peu des ordres d'un hôtel où on va faire un truc plutôt sympa. Sauf que quand moi, je faisais la même formation avec mon petit manager de proximité qui était au centre d'appel de Vitrolles, on a un site à Vitrolles avec 50 personnes qui répondent au téléphone à 33 000 points de vente. Je fais un peu de pub, on a quand même le premier réseau de France sur la vente des produits de la Française des Jeux. Et donc, quand la connexion déconne, ils appellent et ils tombent sur mon centre d'appel de Vitrolles. Et j'avais 8 superviseurs, 4 cadres,
4 non-cadres. Et ils n'avaient jamais suivi de formation, mais pourtant ils supervisaient pas de formation managériale. Et bien, la fierté qu'ils ont eue de suivre la même formation sur les rôles et les missions du manager, ça avait été extraordinaire. On a fait des formations comme ça, donc libérer l'entreprise de ces managers qui seraient des mauvais managers, je soutiens qu'il y a plein d'entreprises qui font d'un excellent travail avec leurs managers. En revanche, je suis d'accord avec ce que dit Aurélie, on doit encore continuer à travailler pour faire des choses différentes. Et nous, on s'est dit, mais comment on pourrait faire pour former nos managers à l'ère du numérique? Et on a fait un parallèle avec quelque chose que vous connaissez dans les entreprises qui s'appelle le coaching. On a des coachs dans les entreprises qui viennent et qui interviennent quand on doit, soit un coaching de prise de poste, soit un coaching parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et on doit résoudre des choses. Vous savez qu'un coach n'apporte aucune solution à la personne qu'il coach. Un coach qui se respecte et quelqu'un qui fait émerger par son collaborateur, par ce manager, qui fait émerger les solutions à son problème, en lui demandant de le regarder sous un angle différent, en se posant des questions différentes, en lui faisant se poser des questions différentes. Souvent, le collaborateur est comme la mouche qui tape contre la vitre, le manager ou le collaborateur, et le coach fait en sorte de tirer le meilleur, la solution elle est dans la tête de cette personne qui est coachée. Et moi, je rêverais, puisque nous avons environ 250 managers à la Française des Jeux, je rêverais d'avoir 250 coachs. Si je les forme à la posture coach, je pense que je réponds à mon sujet de manager à l'ère du numérique, parce que à l'ère du numérique, c'est clair que ce manager, il était détenteur de l'information, il n'en est plus le seul détenteur, ce collaborateur a l'information, et l'idée, c'est que il arrive à développer du collaboratif, de l'intelligence collective avec ses collaborateurs, au lieu de leur dire c'est ça que vous allez faire, il fait émerger des solutions. Et c'est ce que nous avons choisi, parce qu'on invente en avançant, et on s'est dit on va faire une formation à la posture coach. D'ailleurs, au passage, je forme toute ma DRH à la posture coach, parce que je trouve que moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des gens dans le métier RH, sans jamais avoir suivi une formation de coaching. Je me dis, mes jeunes RH qui débutent dans le métier, pourquoi pas leur donner tout de suite ce que j'aurais dû avoir il y a 25 ou 30 ans. Donc, on forme toute la DRH de la Française des Jeux à cette même formation de posture coach. Après, on travaille aussi sur l'intelligence collective et le mode collaboratif. Alors là, je pense que vous en avez déjà souvent parlé, mais on sait que de plus en plus se développent ces modèles d'intelligence collective avec des équipes pluridisciplinaires. On a fait un truc marrant et qui marche bien chez nous. On a réussi à créer des groupes de réflexion pour nos produits de demain. Vous savez que les produits de la Française des Jeux, c'était les produits classiques, loto, euro million, les jeux de grattage, etc., qu'on a mis sur Internet, puis après on les a mis sur mobile. Sauf que quand je pense à mon fils de 20 ans, qui est toute la journée sur son smartphone, en train de jouer, pianoter, faire des trucs, quand il passe devant un point de vente et qu'il voit une queue de 10 personnes, il se dit « mais pourquoi ils font la queue ?» Et les gens ont l'habitude de faire leur loto, au passage pour 2 euros par semaine, pendant 52 semaines, 104 euros par an. Je pense que personne ne tombe dans le surendettement en ouvrant la porte à la chance. Petite pub. Et donc, mon fils ne va pas faire la queue. Donc, il est sur des jeux, il est sur des smartphones. Et vos enfants ou vous-même avez cette démarche. Et donc, on est en train de travailler sur des jeux de demain. Et on a dit à des équipes qui n'étaient pas... Chez nous, les produits, c'est le marketing. On sort les produits au marketing. C'est traditionnel. Bon, on a fait des équipes pluridisciplinaires. On a fait 7 cellules d'incubation de 3, 4 ou 5 personnes. Et on leur a donné, vous savez, ce jeu, vous avez sûrement joué à ce jeu qui s'appelle Candy Crush, les bonbons qui tombent là. Et on passe d'un niveau, passe d'un niveau. Tout le monde dit non, mais moi je jouerai pas à ça. Puis vous y commencez, puis vous continuez. Quel que soit l'âge d'ailleurs. Puis un jour vous dites, bon, maintenant ça suffit, j'arrête. Il y en a qui arrêtent. Puis il y en a qui ne sont pas rentrés. Et donc, on leur a dit, inventez-nous les jeux de la Française des Jeux de 2020-2025. Et on a sorti 2 premiers jeux en novembre, on en sort 2 à la fin de l'année. Les 2 jeux s'appellent La Rue et vers l'or et Gare au Loup. Et ce sont des jeux complètement différents. Ce qui est intéressant, c'est que cellule d'incubation, on a fait d'une start-up, on a fait 7 start-up à l'intérieur de l'entreprise. Avec la même mécanique de pensée, avec carte blanche, vous nous inventez le truc, vous faites la maquette, vous faites le prototype, et on a mis nos équipes informatiques pour développer. Et là où on sortait des produits de jeu à la Française des Jeux en 20, 24 ou 36 mois, on a sorti ces 2 jeux en 10 mois, entre le moment où on a conçu et le moment où on a développé. Et c'est une révolution chez nous.
parce que ça montre que en travaillant différemment, on peut avancer. On avait mis ça dans une direction digitale. Vous savez, il y a le grand débat, est-ce qu'une direction digitale, c'est une bonne chose ou pas? Parce que le digital est partout. On a cette question, est-ce qu'il faut faire une direction digitale ou mettre du digital partout? L'approche que nous avons eue, c'est de créer une direction digitale. Si je n'avais pas créé une direction digitale pour faire ça, dans un petit coin à côté, sans être mélangé avec le marketing traditionnel qui continuait à sortir ses jeux et ses jeux de grattage, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mal. On a mis 3 ans pour sortir ces jeux sur une direction digitale à côté, et maintenant, la directrice digitale, on l'a nommée directrice marketing digital, et on fusionne les deux. Maintenant que ce savoir-faire est acquis, on le réinternalise dans le marketing, et on diffuse cet esprit start-up, et notre enjeu, c'est de réussir ça, c'est pas gagné, c'est de réussir dans une grande entreprise à diffuser l'esprit de créativité de la start-up en interne. Et là, j'ai un beau challenge de direction digitale. Bon, je passe sur les reverse mentoring et les bourses au projet, parce que je pense que le temps tourne, je ne sais pas où j'en suis. Quentin me regarde avec des yeux. Juste un petit point quand même, parce que mieux vivre à l'ère du numérique, et c'est quand même un sujet qui touche le bien-être, qui touche l'oxygénation, qui touche les sujets de diversité, il y a aussi toute cette dimension où mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique, c'est veiller à trouver ces moments d'oxygénation et ces moments où on recharge les batteries. On le fait tous maintenant dans les entreprises, enfin dans la plupart, et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Alors, le maître mot, c'est que quand vous arrivez à faire ça, et nous on est en chemin, je ne dis pas qu'on a réussi, on est en chemin. Ce que je vous raconte, on est au milieu du gué. On n'est ni en retard, ni en avance, on est au milieu du gué. Voilà ce qu'on est en train de faire à la Française des Jeux. Mais je soutiens que plus vous faites cela, avec l'émergence du collaboratif chez vos collaborateurs, plus vous faites confiance à vos managers, et spécialement de managers de proximité, parce que c'est lui qui est au carrefour des injonctions paradoxales de l'entreprise. Il est au carrefour du en dessous, qu'est-ce qu'ils font là-haut, c'est des cons, et au-dessus, mais pourquoi tu n'arrives pas à les faire bosser dans le sens que je te demande? C'est pour ça que je soutiens qu'un manager est quelqu'un qu'on doit choyer, c'est quelqu'un qui est courageux et qu'il faut aider et donner des moyens pour faire sa mission. Plus vous donnez ce sens de la délégation, plus vous donnez de la confiance, plus ce manager ou ce collaborateur vous renverra le sens des responsabilités, plus il vous renverra de la créativité, de l'engagement et de la mobilisation, et finalement engagement et mobilisation égale performance de l'entreprise, donc c'est bien ce qu'on cherche à faire. Donc pour mettre tout ça en place, en travaillant depuis quelques années sur ce sujet, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre du titre de directeur des ressources humaines, qui a sûrement été inventé par des financiers, mais sûrement pas par des RH, parce que le mot humain, je ne sais pas à quoi il servait. Ressources, je veux bien ressources minières, je veux bien ressources pétrolières, mais ressources pour une personne humaine, ça me parle pas. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu cherché, j'ai vu que certains tournaient autour du sujet richesse humaine. Finalement, j'ai opté pour relations humaines et transformation. Et chez nous, à la Française des Jeux, la transformation que je porte, elle est organisationnelle. On porte toutes les réorganisations de l'entreprise et les directions se réorganisent en permanence parce que le marché, le contexte, j'en suis à ma 3e réorganisation du digital en 5 ans, avec ce que je vous ai raconté. Cette transformation, elle est digitale, c'est le numérique entreprise que je porte conjointement avec la directrice digitale et le DSI. Cette transformation, elle est managériale parce que c'est le premier vecteur de changement dans l'entreprise, ça s'appelle la colonne vertébrale de l'entreprise. La colonne vertébrale permet d'apporter le changement dans l'entreprise. Et bien sûr, cette transformation, elle est humaine, puisque les collaborateurs sont différents aujourd'hui qu'ils étaient hier. Je conclus sur ce petit mot avec ma citation du jour, parce que je ne sais pas finir un discours sans vous proposer une citation. Et puis, je suis prêt à répondre à vos questions, je crois que c'est prévu, avec grand plaisir. Ma citation du jour, elle peut fonctionner pour un DRH, elle peut fonctionner pour un dirigeant. J'ai toujours été frappé dans ma vie d'entreprise, peut-être avez-vous vu ça, une seule personne, quel que soit son niveau hiérarchique, convaincue, placée au bon endroit, au bon moment, peut faire changer les choses. Une seule personne placée au bon endroit, au bon moment, peut faire changer les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce qu'on aurait pu être, George Eliot. Je vous remercie.